Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté de vous connecter aujourd'hui pour suivre ce Twitter Space sur le hashtag FreeRebecca. Nous revenons sur ce hashtag qui a mobilisé au Cameroun et bien au-delà des frontières nationales lorsque Rebecca Enochon a passé quelques jours en détention. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sa version des faits de manière intégrale. Vous aurez la possibilité de poser des questions directement à Rebecca, des questions liées à cette affaire ou tout autre d'ailleurs. Je suis en compagnie de Véronica Agi de Radio Balafon qui a remplacé sur le tard comme ça Stéphanie Boussari. L'enregistrement ayant été lancé un tout petit peu tardivement et je m'excuse d'ailleurs pour cela. Vous allez directement entendre Rebecca parler et c'est Véronica Agi qui lui a posé la question, celle de savoir ce qui s'est réellement passé et elle est revenue dans un résumé sur les 3 jours de détention qu'elle a passé à la Légion de la gendarmerie du littoral. Donc, le parquet général, donc c'est là où il y a le procureur général, c'est lié à la cour d'appel du littoral, et le procureur général, donc c'est le patron de la justice, disons, pour le littoral, il est le représentant du ministre de la Justice dans le littoral. Et donc, il y a un certain nombre, par exemple, si on a des requêtes, des demandes dans certaines affaires, on peut les soumettre au procureur général qui va les traiter ou pas. Dans mon cas, pas beaucoup. Et donc, voilà. Donc, toutes les questions étaient, oui, est-ce que vous avez des dossiers là-bas au parquet général? Comment vous faites pour suivre ces dossiers? Comment vous avez su que tel dossier était coté à telle personne? Donc vraiment, toutes les questions étaient autour de cela. Et puis, vers la fin, il pose une question en disant, est-ce que vous avez critiqué la manière de gérer du procureur général, hein, une question comme ça. Et dans son secrétariat, j'ai dit non, pas dans son secrétariat, mais effectivement, je mettais plainte de manière très courtoise, hein, vraiment, il n'y avait pas d'incident quelconque, de la manière dont certains de mes dossiers étaient gérés. Et voilà, donc bon, bah, c'était toutes les questions et on a terminé tard, vers 22h15, 22h15, tout simplement parce que il avait eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup d'interruptions et de sa part et de la part du capitaine et on avait même pris une pause de 3 heures. Donc pendant cette pause-là, lui il avait des réunions et nous on est allés manger. Donc on est sortis, on est allés manger et à la fin donc de cette audition, le colonel me donne sa carte avec ses numéros et il me dit bon ben dès qu'on va saisir le document, dès qu'on aura saisi il faudra venir signer. Mais sinon, merci beaucoup. Et puis, voilà, on échange, quoi. J'ai dit que vraiment, je crois que j'ai même fait une remarque selon laquelle vraiment tout un colonel commandant de la Légion qui va passer toute une journée, en fait, pour poser des questions sur le suivi des dossiers dans un secrétariat. Ça m'avait pas l'air très bon. Que vraiment, je remercie quand même pour le temps qu'il avait passé. Et donc voilà ce qui se passe donc le lundi et je rentre à la maison, les avocats aussi rentrent et le lendemain vers midi on m'appelle pour me dire que le procès verbal est saisi, il est prêt et que je peux donc venir le signer. Et donc je me rends donc à la gendarmerie et je vais pour signer. Le capitaine du jour avant, donc on est maintenant dans son bureau à lui, et c'est le commandant de la brigade lutte et grande criminalité. Donc c'est eux qui s'occupent des grands braqueurs et consorts. Donc c'est lui maintenant qui m'appelle et bon pour moi c'était un peu logique comme c'est lui qui avait
préparer le procès verbal. Et il me dit que non, il y a des nouvelles informations, donc ils ont encore des questions à me poser. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Ils ont dit non, il faut que les avocats soient là. J'ai dit ok, donc j'appelle les avocats. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'était disponible. Et c'est donc, on demande donc aux avocats, on les appelle et puis on trouve un créneau où tout le monde est disponible, et les gendarmes et les avocats, et c'était 15h. Donc ça, c'est lundi 9 à 15h. Et donc lundi 9 à 15h. Et non, pardon, mardi 10. Mardi 10 à 15h, donc on prend rendez-vous. Moi, je prends mon sac pour partir et pour revenir à 15h. Et les gars me disent non, vous ne partez pas. Je dis, mais comment ça, je pars pas? On a pris rendez-vous pour 15h. À 15h, je reviens. Vous allez me poser les nouvelles questions. Et puis, non, vous pouvez pas partir. Absolument, vous ne pouvez pas partir. J'ai dit, mais est-ce que je suis en état d'arrestation? Ils me disent, on n'a pas dit que vous étiez en état d'arrestation. Et j'ai dit, mais je suis citoyen américain, donc si je suis en état d'arrestation, vous devez contacter l'ambassade. Et je me souviens que le capitaine me répond que non, que c'est pas dans le code pénal, et donc non, mais que je ne peux pas partir tant que je n'ai pas encore été auditionnée. Donc, je commence à vouloir appeler les avocats pour leur dire de se presser, qu'il y a un problème. Le capitaine commence à me dire que non, je ne peux pas manipuler le téléphone, que j'ai dit, attendez, je dois quand même les appeler pour qu'ils viennent. Donc, j'arrive quand même à appeler les avocats. Je leur explique que c'est compliqué, que les gars, on dirait qu'ils veulent me garder et que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, les avocats commencent à arriver. Et eux, ils appellent donc d'autres avocats. Donc, à la fin, je crois que j'avais peut-être 8 avocats dans la salle avec moi. Mais on a eu l'impression que la gendarmerie essayait de traîner. Donc, ils traînaient vraiment. Donc, on n'a pas commencé on a commencé vers 7. Il n'y en avait pas. Et c'était vraiment, on me posait des questions sur mon audition du jour avant. Donc, c'était genre, est-ce que vous trouvez normal de vous plaindre à un des collaborateurs du procureur général et non au procureur général lui-même? J'ai dit non, déjà que le collaborateur du procureur général, c'est le procureur général, c'est son représentant, c'est à lui que le dossier a été coté, et donc c'est à la personne-là que je devais m'adresser. Je ne vois pas à qui d'autre je devais adresser mes doléances. Et donc, c'était un peu ça. Et puis, c'était la même question reposée de manière différente. Et entre-temps, il y avait aussi le procès verbal de l'audition du jour avant, qui était maintenant saisi. Et donc, les avocats ont commencé à regarder, à relire. Et c'est là où ils voient, dans l'entête, il y a les charges. Et c'est là où on voit écrit outrage à autorité en la personne du procureur général. Et c'est donc là qu'on comprend que voilà la raison pour laquelle je suis là. Et voilà, donc il n'y a pas de plainte, il n'y a aucune plainte dans le dossier, il n'y a pas de plainte écrite en tout cas. Et même, j'ai remarqué que le colonel, quand il me posait les questions le lundi, il était sur son téléphone. Donc, il lisait des questions qui étaient sur son téléphone. Et ce n'était pas un document écrit. Et on ne m'a jamais présenté le moindre document. Et donc, on a beaucoup traîné. Les gendarmes ont beaucoup traîné. Et c'est vers 20h30, donc le mardi, qu'il me notifie ma garde à vue. Et donc, sur le bon de garde à vue, il y a écrit donc outrage à autorité en la personne du procureur général, et que la garde à vue est ordonnée sur ordre du procureur général. Donc, c'est le procureur général qui est le plaignant, et c'est le procureur général qui est celui qui ordonne donc mon arrestation et ma garde à vue.
Et dans la manière dont le parquet est géré, c'est aussi le procureur général qui, lui, décide qui va. Donc, il y a 3 options quand quelqu'un est déféré au parquet. Donc, le lendemain, on va me déférer. Quand quelqu'un est déféré au parquet, il y a 3 options. L'une, c'est d'aller à Nubel. L'autre, c'est la libération. La 3e option, c'est qu'on te renvoie à l'unité. Et donc, c'est toujours le même procureur général qui décide de cela. Donc, et voilà où est vraiment se trouve l'illégalité. Non seulement il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... Mais on ne peut pas être juge et partie. C'est même contre la loi, c'est contre le serment que les magistrats signent. Et donc voilà la situation dans laquelle je me retrouve. Et donc je suis donc gardée le mardi soir. Le mercredi, on va pour me déférer. Mais le procureur de la République qui répond du procureur général, mais lui ne veut pas me recevoir parce que c'est pas lui qui m'a mis en garde à vue. Les gendarmes, eux, ils avaient déjà signé le bon de sortie de garde à vue, de fin de garde à vue, et eux non plus ne voulaient pas me récupérer. Donc j'étais déjà, ça c'est mercredi matin, mercredi en début d'après-midi, j'étais déjà persona non grata un fardeau. Et au tribunal et au parquet, donc chez le procureur et à la gendarmerie. Et personne, en fait, ni l'un ni l'autre ne voulait. Et donc, pendant plusieurs heures, presque 4 heures, il y a eu des allers-retours, beaucoup de tractations. Et puis, finalement, le procureur qui est sorti 2 fois pour aller voir le procureur général, le procureur est revenu et il a signé un nouveau bon de garde à vue pour le mercredi soir en demandant aux gendarmes de me présenter le lendemain à 8h30 à son bureau. Donc à 8h30 le jeudi, on est arrivé et on a attendu jusqu'à 17h, presque 17h, pour qu'ils nous disent que on allait proroger la garde à vue parce que non attendez, ça c'est mercredi on signe, mercredi donc je retourne à la cellule, donc à la Légion, et le jeudi donc je reviens à 8h30 et comme j'ai dit c'est à 17h maintenant 18h on nous dit que c'est prorogé pour auditionner les témoins. Et encore là, il s'agit d'une illégalité parce que la loi est très claire, on ne peut pas proroger pour la simple raison d'auditionner les témoins. Donc je crois que c'est article 119 du Code de procédure pénale qui dit que ce n'est pas une raison pour proroger une garde à vue. Donc voilà encore une autre illégalité. Il y en a eu plusieurs autres, hein, mais vraiment les flagrantes, c'est la manière dont j'ai été arrêtée, évidemment, sans plainte. Il n'y a rien dans le dossier à ce moment-là. Donc le jeudi, quand on ordonne la prorogation de la garde à vue, le seul élément qui est dans le dossier est mon audition. Mes 2 auditions, donc celle de lundi et celle de mardi. Il n'y a rien d'autre dans le dossier, absolument rien d'autre. Et donc, ils disent donc qu'il y aura un témoin qui va venir. Donc, le vendredi matin, finalement, ce témoin arrive. Je vois le témoin passer parce que je suis à la Légion. Et je suis donc gardée là où on auditionne les gens. Et donc, je vois le témoin passer et il s'agit d'une des secrétaires greffières au parquet général. Je ne suis pas trop sûre de ce qu'elle a dit pendant son audition. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est passé très rapidement et que vers 10h, tout le dossier était prêt. Donc 10h vendredi, le dossier était prêt pour un retour au parquet. Et encore une fois, le retour au parquet, les 3 options sont soit on proroge la garde à vue, on avait déjà dépassé les 72 heures, donc c'était un peu compliqué. Donc, soit on décide de m'envoyer à Newbel, soit on me libère, et on me libère
en attendant mon procès ou on peut classer sans suite comme ça a été le cas. Et donc, vers 10 heures, le dossier est prêt. Les gendarmes donnent au colonel pour sa signature. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais vers 11 heures, on revoit le témoin revenir. Elle revient, elle reste encore peut-être une demi-heure et puis elle repart. Et donc, ils ont dû refaire le dossier. Et donc, on m'amène donc au parquet pour attendre que le procureur décide ce qu'il va faire, soit m'envoyer à la prison de New Bell, soit me libérer, soit en attente du procès, soit pour un classement sans suite. Et donc, c'est vers 17h30 qu'il décide de classer sans suite. Et c'est là où on me libère, et c'est là où je vois tout le monde et les beaux visages des gens qui m'attendaient dans la cour et que je remercie beaucoup. Ça m'a fait très chaud au cœur. Véronica? Oui. Okay. Well, Rebecca, when you explain now, we understand concretely the procedure that followed before you going to the Bonajo Court of First Instance. But I'd like you to come back to the conditions under which you were being detained at the Legion. How were you treated? Is it like every normal citizen out there, or they were giving you some particular care? What was going through your mind when you went to court during that period? As I said, I never went to court, even though when there was at one point where I was held and I was taken to the state counsel's office, and the council happens to have his office at Court of First Instance, but I wasn't ever was unclear things about that. So the times that I left the gendarmerie, it was to go to the state counsel's office for what they call déferment, which is like, I think in English it would be like an arraignment of some kind, where they determine, one of three options. So either they will hold you, will send you back to the unit, so the unit being the gendarmerie, or they will send you to prison, to New Bell prison, or they will release you. So those are the three options, and the state council makes that determination. Actually, it's not the state council makes a proposal to the attorney general, donc the procureur général, and the attorney general makes the final determination on what will happen to each detainee. So in my case, I was detained at the Legion of the Gendarmerie in Bonanville, but I was not detained by the Gendarmerie, and I think that really needs to be made clear. They are not the ones that were holding me. I was being held by the Attorney General, by the Procureur Général at the Gendarmerie. So they were my custodians, but they weren't the ones that were holding me. And so they couldn't really, there are provisions, for instance, where you can actually go sleep at home and you have to pay gendarmes to accompany you, or you can stay in a hotel or something like that and then come back in the morning. And this is something that's done, some criminals get this. And because they did not have that option, it was the Procureur Général that determined the conditions of my detention. And I was detained in the unit that handles the big criminals, and so that violent criminals. And so that unit doesn't have facilities for women. And so I wasn't held in the cell with the other detainees. I was held in an office, but I don't know if, for those of you that have ever been to a gendarmerie, the office, when you go in and where you're auditioned, right? The offices. So they're not nice offices. They're really, but I was held in an office and I was not held in the cell.
But those facilities, and I saw the question on Twitter, the office didn't have any toilet facility or, so the first night I was held, they took my phones. I have to say this, right? So I was not in possession of my phones. I had to sign over my phones and any other valuables that I had. They asked me to sign over. And so I just sat in a chair all night. There was nothing else that I could do. I sat in it was a very uncomfortable chair. It was a plastic chair. But at least I was, I wasn't in the cell with these violent criminals, which was the only other option that I would have had. The second night, they put me in a different office, this time that was air conditioned. And I think that the first night, I think because of the conditions, like the mosquitoes, and I think they were concerned that I could get sick or that I would have a lot of bites that were visible, that they would say then that I received these. So they moved me on Wednesday and Thursday night into a smaller but air-conditioned office. And so that night, and I was able to have things brought in. So I had, a change of clothes and, some water and some, so I was able to bring a few things in, a towel, some sheets, although there was no bed. So on the second night, I slept on the floor, but with sheets, like I put sheets and then I used the towel as a pillow. But as I said, there are no toilet facilities there. So I had to wait until the morning to use the toilet in the captain's office, because the men were held had a toilet, but it wasn't apparently appropriate for women. So okay. Merci beaucoup. Rebecca, what many people did when they heard of you going to the State Council on that famous 12th of August is that they easily attributed your detention to the Anglophone crisis. So we'd like you to do some clarifications. Was it more political or more of a family issue that culminated to you being at the State Council? So I think it was personal vendetta. To be honest, I'm going to be really raw here. It wasn't political. I don't believe it was political. I believe that where politics became an issue, and perhaps my stance on certain issues, including the Anglophone crisis and some other issues, is where it took 3 days to get me released. And I think that some authorities were reluctant to support having me released because of my political stance. But I can assure you that even from the very, very, very beginning, there were some very high-level authorities that intervened on my behalf. And I think that also because Kawala was there from day one, and I have to say thank you so much to Kawala. And those of you who don't know Ka, she is a politician. She is a president of a political party called CPP. But Ka is, first of all, my friend. She's been my friend for 30 years. And believe me, she was so instrumental in getting me released. She's, been in these types of situations many, many, many times, and her quick action really made a difference. I called Ka, or I had her contacted, I should say, the very first night because we needed phone numbers for the U.S. Embassy and things like that. So I contacted her very early, and she offered her support very, very early in the process. And I wanted to say that. But I think that, and she specifically didn't want to come to the gendarmerie because then she said then they would try to make it political.
but I think, you know, having Kawala involved, involved, and then, you know, the background, that definitely contributed, I think, to the idea that it might be political. But this Attorney General, Procureur Général, has a personal issue with me. It's been almost a year that he's been Procureur Général, and he has a personal issue with me that is indeed related to some family matters, and I'm happy to go into that, but it's related to the fact that his wife, who is a bailiff, you know, we wrote some letters at the beginning when he became Procureur Général, because she was getting involved in some files, and we were concerned that she may not know or understand some of the situation. And so we wrote to her and copied him, because he's in charge of bailiffs. So part of his role is being in charge of all the huissiers de justice and even his wife. And so that's a conflict of interest for sure. But if you have a problem with a huissier de justice, you write to the Procureur Général. That's what we did. So you know, again, the letter was very courteous, really, really polite. There's no time ever that it was ever impolite to the Procureur Général, acted in any way that could be construed as contempt or rudeness, or never, ever, ever. It's never happened. I think that, you know, I'm willing to go into the details, but I feel like I've dragged on for too long. I don't know if you are really that interested. Rebecca? Okay, so Véronica, qui a sûrement d'autres questions en français. Annie? Oui, Rebecca, s'il vous plaît. Annie est avec nous? Oui, je suis là. Je suis là. Rebecca, Okay. je voudrais demander à tous ceux qui n'interviennent pas, s'il vous plaît, de fermer leur micro pour que la conversation soit un tout petit peu plus audible. Merci. Et je voudrais aussi rappeler que ce space est enregistré. Donc, je le précise parce que c'est une obligation de le faire pour tous ceux qui, voilà, pour que tous ceux qui participent le sachent. Le space est enregistré pour une utilisation ultérieure, pourquoi pas, qui sera mis sur d'autres plateformes pour que les gens puissent l'écouter. Alors, Rebecca parlait, on va parler un peu avec les francophones, les auditeurs de langue française. Rebecca parlait en fait d'un flagrant délit en quelque sorte de jeu d'intérêt dans cette affaire, parce que pour bien comprendre en fait les dessous d'une affaire comme celle-ci, il faut un peu qu'on vous place en contexte. Et le contexte veut que dans une des affaires de Rebecca, l'épouse du procureur général de Douala est huissier, dans le cabinet de l'huissier, qui est l'épouse du procureur général, est avec l'adversaire, si on peut appeler cela ainsi, de Rebecca dans un dossier. Donc, c'est une sorte de jeu d'intérêt aussi qu'il faut essayer de comprendre. Je tenais à le préciser, c'est de cela qu'elle parlait tout à l'heure à tous ceux de langue française qui nous écoutent. Alors, Rebecca, je n'ai pas envie de revenir justement sur ce conflit d'intérêt que tu as dénoncé là. Voilà, selon lequel l'épouse, le procureur général ne serait pas totalement indépendant ou objectif en ce qui concerne ton cas, d'autant plus que son épouse est huissier de la partie adverse dans une de tes affaires. Donc, je tenais à le préciser en français. Et Rebecca, j'ai envie de te demander directement à quel moment est-ce que tu t'es dit que cette affaire n'était pas aussi simple que ça? Est-ce que tu étais au courant de la mobilisation de Free Rebecca? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu y as participé, tu l'as planifié? Comment est venue l'idée? À quel moment tu t'es dit que peut-être il faut que les gens sachent que tu es en détention, et en détention de manière un peu arbitraire, un peu bizarre? À quel moment est-ce que tu t'es dit que ça pouvait mal tourner pour toi? Et au point où il fallait qu'on lance cette mobilisation-là. Est-ce que tu étais directement derrière? Est-ce que quelqu'un t'a fait la proposition? Comment ça s'est passé concrètement? C'est une très bonne question, Annie. Merci beaucoup. En fait, je ne voulais pas que les gens soient au courant. Au début,
surtout donc le mardi soir, vu que j'étais avec les avocats, eux ont quand même essayé de contacter leur réseau pour obtenir des interventions, les membres de la famille direct, même pas tous les membres de ma famille étaient au courant parce que je savais que j'avais rien fait et je savais que c'était quand même un peu gros et que si normalement les autorités étaient mises au courant, quelqu'un allait intervenir pour dire au procureur général de me libérer. Et donc, je n'ai pas voulu donc que l'affaire se fasse savoir. Là, on parle de mardi soir et et mercredi matin. Donc, et le mercredi, donc, lorsque je suis à la gendarmerie, et n'oubliez pas que moi, j'ai pas mes téléphones. Donc, toutes les informations que j'obtiens viennent des avocats ou des gens à la gendarmerie. C'est quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si c'était un gendarme ou un avocat, que ton histoire est sur Facebook. Donc, quelqu'un avait déjà publié sur Facebook que j'avais été arrêtée. C'était donc mercredi matin. Et Kawala, justement, m'a demandé à plusieurs reprises, ou m'a fait demander, parce qu'elle est finalement arrivée là-bas, est-ce que je veux que est-ce qu'elle lance une alerte? Qu'est-ce qu'elle fait? Je lui ai demandé d'attendre au début pour laisser le temps aux autorités de prendre leurs responsabilités. Ouais, voilà. Donc, mais lorsque ça a commencé à sortir et à s'ébruiter, je pense que vers midi, le mercredi, quand les autorités donc avaient été informées et que il n'y avait pas, pour l'instant, je n'avais pas encore été libérée, j'ai demandé que K notifie officiellement, qu'elle fasse un tweet, qu'elle confirme l'information, parce que ça commençait à sortir de partout, même les gendarmes commençaient à recevoir des appels, les gendarmes qui voulaient savoir, mais la dame, si c'est qui, parce que ça commençait déjà à faire beaucoup de bruit, et donc il fallait quand même que quelqu'un qui connaissait un peu, qui était là, puisse confirmer, et donc j'ai demandé à Kat de le faire. Mais sinon, le reste, je n'étais pas au courant. C'est-à-dire que c'est quand je sors le vendredi que je suis donc au courant de toute la mobilisation qu'il y a eu, le hashtag, les groupes WhatsApp qui s'étaient constitués, le site web qui a été créé, les fonds qui ont été levés par certaines organisations. Pendant les jours là, je suis informée, c'est-à-dire que je suis au courant qu'il y a des... Mais ce n'est quand je sors que je me rends compte de l'ampleur de questions et je n'ai même pas encore fini de regarder tous mes messages, de relire tous mes messages, de remercier les personnes qui se sont battues pour ma libération, que ce soit les Nangas de Aqua, que ce soit les médias, que ce soit des politiques de tous les pays, des diplomates de beaucoup de pays. J'ai vraiment été touchée par cette mobilisation, mais je n'étais pas au courant et je n'étais pas derrière. Okay, so welcome everybody, those that are just joining. Today we are talking with Rebecca Enonchong. We are trying to find out how she lived the detention and the whole procedure that led her to the State Council, and also she's trying to bring more answers to what actually transpired. Véronica, une minute. Véronica. Oui. Oui, je voudrais préciser à tout le monde que nous avons encore juste 10 minutes en termes de questions-réponses avec Rebecca, toutes les deux.
Et après, on prendra les questions du public. Donc, pendant 40 minutes environ, Rebecca va répondre directement à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on n'a plus que 2 questions. Pour tenir dans les 10 minutes, il faut qu'on ait maximum 2 questions pour sortir de cette partie-là. C'est juste la précision que je voulais apporter. Tu peux poser ta question. Merci. Merci, Annie. So, Rebecca, now that you're free, you tweeted, you're relaxed, and everybody's happy, what is the way forward? Are we to expect that in the nearest future you shall be caught up again, or everything is back to normal? I think that my normal life is over forever. And I probably was over before this incident. But so I don't think that things are back to normal, especially since I was detained arbitrarily. This detention was illegal. And I'm not going to sit back and let it happen, because if I do let it happen, then they will continue to do it to others. And because I have the capability of fighting this and standing up against the system, I must do it. So for me, and I said this at the, when I left, this is the beginning. This is a beginning of trying to ensure that the legal rights of all Cameroonians, of all, are respected. And if they are able to do this to me, imagine, and we know the people, the 5 that are in detention, that were arrested, the Stand Up for Cameroon, that were arbitrarily arrested, they're still in New Bell prison almost a year later. So it's not unique to my case, and so there's nothing normal about my life or the life of others that are facing similar situations. And so I really I intend to use the platform that I've been handed by these individuals that chose to arrest me in such a way. And I thank them for the platform that they've given me and the voice that they've given me, because I will use that voice on behalf of others that are held in similar circumstances. But as far as the matter of the contempt charge, it's completely been dismissed. There's nothing, as I said, there was nothing in the file. There's nothing in the file except for my audition and that of the witness that came on the last day. I think that it's that's it. That's all that was in the file. There was never anything. I've never, ever, and I want to repeat this, been impolite or discourteous to an authority. I just don't do that, because I know that that's where they're waiting for me. They're expecting me to be arrogant, to misbehave, so that they can then use that against me. And so I'm always very, very careful. I've been hesitating about even releasing the copies of the letters and the correspondence that I made to the Procureur Général, so that people can see the courtesy and the with which I write even. And so I have never had any conversation with any magistrate that would be construed in any way as being contempt. So that particular case is closed forever. That is their case against me. But I do intend to make sure that this doesn't happen to others. And if that means me going after them for illegal detention, or I think the lawyers are still looking at options. That's very, very open for now. Merci Rebecca. Ma dernière question en français en tout cas, c'est que j'ai eu, si je vais dire la chance ou l'opportunité de te voir dans ces moments-là, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est ton état d'esprit. Et tu m'as dit, je crois que c'était le jeudi, quand on a confirmé, quand on attendait de savoir si tu retournerais à la Légion ou bien si tu serais libéré,
parce qu'il y avait une possibilité aussi d'aller en prison ce jour-là, directement à Newbel. Donc, je t'ai demandé comment tu te sentais et tu m'as dit, si je ne me trompe pas, la vie, c'est une situation. Et la situation que je vis aujourd'hui n'empêche pas que je sois ce que je suis. Tu peux être milliardaire hier et être rien aujourd'hui, dormir sur un lit super confortable qui coûte des millions et dormir sur une chaise à la Légion des gendarmeries depuis 2 jours. Savoir juste que c'est une situation et que une situation n'enlève en rien ce que vous êtes. Où est-ce que tu puises cette énergie-là, Rebecca, pour être dans un tel état d'esprit dans un moment comme celui-là? Est-ce que tu as paniqué? Quel a été ton guide? Mais qu'est-ce qui a pu te permettre de tenir pendant ces moments-là où nous, quoi qu'on en dise, on avait quand même assez peur? Comment est-ce que tu réussis à être aussi sereine dans un moment comme celui-là? À quel moment est-ce que tu as paniqué si tu l'as été? Est-ce que tu as eu peur? Non, je n'ai jamais eu peur et je n'ai jamais paniqué. Mais j'étais inquiète, pas pour moi, mais pour mon entourage. Moi, je sais que des personnes dans mon entourage, surtout ma famille, pouvaient avoir très très peur. Ma mère, surtout ma fille, pouvait être très inquiet et je m'inquiétais plus pour leur réaction que pour moi-même. Je pense que c'est ma foi qui me permet de regarder un peu les situations avec beaucoup de confiance parce que je sais que quoi qu'il m'arrive, le Seigneur est au contrôle et voilà que moi, je ne pouvais pas, même si j'avais payé tout l'argent du monde, je n'aurais pas pu mobiliser toutes les personnes qui se sont mobilisées pour moi. Je n'aurais pas pu acheter les médias qui ont parlé de cette histoire. Je n'aurais pas pu... C'était vraiment au-delà de tout ce qu'un être humain peut acheter ou payer. Mais je me suis recueillie dans ma foi et notre foi qui nous prépare. Pourquoi? Parce que parfois on se met dans des situations d'inconfort. Je pense par exemple au carême. On se met dans des situations d'inconfort et c'est comme faire le sport. Hein. Le plus on essaye, on le fait, le plus on est à l'aise quand ça arrive. Donc, quand on se met dans des situations d'inconfort volontairement, on est mieux préparé pour des situations d'inconfort qui ne sont pas de notre choix, je vais dire. Et donc, je pense que vraiment, c'est dans ma foi. Je n'ai pas eu peur. J'étais prête à aller à Newbel. J'étais prête. J'ai une amie qui y est, d'ailleurs. Et donc, je me disais que la fille, elle doit être en train de préparer ma place là-bas. Mais j'étais complètement prête pour toute éventualité. Et j'ai fait confiance à Dieu. Je savais aussi que je n'avais rien à me reprocher. Et que je n'avais rien fait. Et que la vérité, même si elle prend parfois beaucoup de temps, elle finit toujours par triompher. Merci Rebecca. Véronica, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on ne donne la parole à nos auditeurs? No, I think it's time for those listening to ask your questions. You just signal, you tell us where you're listening from and then you ask your question. Ok, merci à tous. Vous vous présentez. Désolé, on ne prendra pas les questions des comptes anonymes. On ne prendra que les questions, voilà, on ne prendra pas des questions de comptes anonymes. Une fois que vous avez la parole, vous vous présentez brièvement et vous posez votre question. Il faut que ça aille vite pour que le maximum de personnes puissent poser les questions. Merci à tous pour votre bonne compréhension. Et chaque fois que vous n'intervenez pas, s'il vous plaît, coupez les micros. Nous-mêmes, nos micros ont causé beaucoup de soucis, on n'était même pas au courant. Donc, chaque fois que vous n'intervenez pas, coupez les micros. Merci. On va commencer à distribuer la parole. Alors, bon, j'ai donné la parole à la première personne qui est en demande depuis un moment. Monsieur, hello, Monsieur Issa Abdou, vous pouvez poser votre question. Est-ce que Monsieur Issa Abdou est là? On dirait qu'il est parti. On passe au prochain. Je vois là Ewondo Niga. Vous pouvez poser votre question. Parti aussi.
Ah, oh, non, il est là. Ok, vous pouvez poser votre question. Non, il n'est pas là. Véronica, tu as quelqu'un? Je vois Armel. Hello. Hello. Can you hear me, please? Yes, Oh, we ok, can hear you. Mr. Blaise. Ok, ok. Vous avez la parole. Yeah. Yes. So quick question, Rebecca. You've been very active on Twitter, and you've been a bit critical on government activities, especially when they do something that doesn't look good. Do you think that this arrest has any connection with your activism and your work, especially online? No, I think I answered that maybe during the French part of the question. I don't think it was political. I think it was personal vendetta. And in fact, the Procureur Général later told some diplomats who went to see him that, and I'm quoting him directly, that il fallait me laver la tête. So it was very, very, I think it was very personal in that he particularly wanted to silence me, not in regard to politics, but in regard to some things that I've discovered and some of the things that he was doing in our files that I came across and uncovered. And as I said, also his wife had been involved in our some of our family estate issues, and I think all of that came to a head. But as I said, also I believe that my criticism of some actions of the government definitely contributed to the length of time that it took me to get released, because all of a sudden it became very political. And so my detention became political, even though my arrest had not been political. Merci Rebecca. Monsieur Blaise Ayon, j'espère que ça va. On a répondu à votre question. J'ai donné la parole à Amel Yeta. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Armel est là? Sinon, on va passer... Alors, apparemment, Armel n'est pas là. Christian? Ok, c'est bon. Je pense que c'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lou. Je voudrais savoir maintenant, Madame Mélenchon, à quel niveau est le dossier et est-ce que vous allez être jugé? Les charges ont été retenues? Les charges ont été complètement abandonnées et voilà, le dossier classé sans suite. Je ne sais pas si Rebecca veut répondre, mais en gros, c'est ça. C'est en mute. je parlais à moi-même. Donc, non, le dossier a été classé sans suite. Donc, il n'y aura pas de procès. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que moi, je voulais vraiment qu'on m'amène au procès et que le procureur général, donc, vienne témoigner alors pour expliquer au monde entier pourquoi il m'avait arrêté. Parce que moi, c'était important de savoir, que le monde le sache, parce que tant qu'il n'y a pas de procès, il y aura toujours ce doute, quoi. On se dit que oui, peut-être que c'est la pression de la communauté internationale. Non, le dossier était complètement vide. Il n'y avait absolument rien dans le dossier à part mon audition et l'audition d'une secrétaire qui est au parquet général, qui travaille pour le procureur général, mais qui en rien, ni magistrat, ni est-ce que j'ai eu une conversation avec elle sur concernant le procureur général, jamais. Elle est au secrétariat, donc elle a certains de nos dossiers qu'elle a eu à traiter, mais vraiment, le dossier était complètement vide et je veux vraiment le répéter. Je n'ai jamais insulté, ni directement, ni indirectement, ce procureur général. Donc, j'ai eu à dénoncer déjà des magistrats.
Je l'ai fait d'abord aux autorités et je l'ai fait même publiquement, donc sur Twitter. Je pense que mes tweets sont là et ils restent là. Mais ces dénonciations, j'ai toutes les preuves pour justifier ce que j'ai écrit. Et c'est des dénonciations. Donc, je n'ai à aucun moment eu de comportement qui pourrait être comparé à un outrage à un magistrat. Jamais, jamais, jamais. Et donc, ce dossier est vide et il est classé sans suite. Merci, Rebecca. Okay, we have a request from Mariba. Mariba, can you get us? Mariba, are you there? No. Peut-être pas. Jules Époque, vous pouvez poser votre question en attendant. C'est still in requested mode. Si Jules Époque peut poser sa question en attendant. Okay. Yeah, my mic is open. Can I speak? Yes. Go ahead. All right. Thank you so much. Hi, Rebecca. We are so sorry for what happened. If you can But will all this saga change? Madame Mariba, vous pouvez attendre, s'il vous plaît, que Monsieur Époque pose sa question. Ensuite, ce sera vous. Merci. Ah, d'accord. Merci. All right. Will this saga change your strategic plan in terms of business? Have you, at any point of time, thought of changing the location of your company? And do you think other foreign investors, with these happenings to you, change your mind in investing in Cameroon? Thank you. No, I'm not leaving. I think they would love for me to go, but I'm not leaving. I've been in business for 22 years. The headquarters of my company are still in the U.S. My office is, but I spent more time in Douala, in my Douala office, traveling most of the time before COVID. I think that this is a signal to investors. And it's a very strong signal. And, I think that the Cameroon government will need to reassess how it wants investors to perceive the country. Because it's one thing to have kind words and good words and nice displays and, go to conferences and speak highly of the environment for business in Cameroon. But when you have stories like mine, and it's not a unique one, then it portrays the investment climate in a very negative way. And so I'm hoping that this will serve as a wake-up call, perhaps, to the government, that the way it treats legal matters and the way it will affect and can impact the perception of the country. But I'm not going anywhere. Okay, thank you, Rebecca. Is Mariba there? Mariba? Is she still with us? Yes, I'm here. Thank you so much. Unfortunately, your story or what you went through is the single most important reason to understand that le dossier était complètement vide, c'était complètement fabriqué. But the other activists, right, that are currently in jail for, very unfair reasons, just because either spoke out against someone of authority or land or those types of things. But for us to learn, what was the most important? Was it, the mobilization on Twitter? Was it the contacts you had in the justice system, maybe in Cameroon? But just for us and other people who are listening to understand what route put in than you were. I think that it's a huge combination of things. And as I said, I've mentioned earlier that Ka
Wala, who was in there at the very beginning, she knows exactly what to do in these types of conditions. And I think she was kind of at the core of the mobilization that happened offline and online. And having somebody like that's, mobilizing people is invaluable. I mean, you can't, it's really, really incredible because even though, so there was the Twitter mobilization was super important, I think, because Twitter is who informs people that then took steps and took action. So it wasn't just tweeting that was important, even though that was critical. And it was really important that as many people were made aware that I was being detained and arbitrarily detained. Once people understood and knew that I was arbitrarily detained, then many of them took offline action. We had situations, I mean, so many of the WhatsApp groups that I belonged to organized themselves to go see their embassy, like the Cameroon embassy in their country, the various boards that I belong to across the world, they mobilized, and I was so grateful because there's a reputational risk, obviously, when you're under arrest, and some boards, some organizations might want to shy away from not be associated with somebody that was arrested, but every single one of the boards that I belong to and organizations that I'm involved in really. They organized within themselves and then reached out and made offline actions. So petitions, fundraising, reaching out to their own politicians. So in France, for instance, there were actually 3 ministers that were working on this case, and they were working on it because their population, people in their country, reached out and said, you need to do something. In the US, it was the same thing. In Canada, the same thing. Where really, there was people that learned about my arrest online on Twitter, then took action offline. I saw emails when I was released. I saw emails to U.S. Congress and Senate, and so they were all and then messages from French authorities, and and I don't know any of these people, by the way, none of them. And I was really touched by the mobilization, and I think that both the combination and the speed, and so it was really going very big and very fast that really contributed to getting me released. And I think this is a lesson for the future, and it means that it's possible when there's enough pressure put on it. Merci Rebecca. Rosalie Akono, vous êtes là, vous avez une question? Next speaker. Rosalie Akono, elle n'est pas là? Christian. Oh yes, is that this is Christian calling from London here. Yes, Christian. Can you hear me all? Yes, I can hear you. Oh, great. Good to hear you, Becky. And I'm so sorry you went through that all those shenanigans. I'm just intrigued. It's not a question, but an observation from abroad here. I went to South Africa a few months back when I was lecturing there, and I was talking about Cameroon, and I had somebody who asked me the question, but why don't you lecture in Cameroon? And I said very clearly, I don't know the in and out on how things are happening over there. We need people to shed light, just like you, to talk about what is the justice system, what are people right, how do people perceive in front of the justice? Are they animals? Do they have any right? But I think your situation has allowed us to understand, and also shed some light on how people are treated. Hopefully that will and the like of Kawola, which I've noticed was very active during your arrestation.
the like of hers and many others. I think those activism will allow people not only to get back to their senses, but understand that justice is the key to any civilized society. Without any justice, the society will not function and will go back to the ancient ages. But good luck, and thank you for sharing your story with us, and thank you for all of us. All of you. Thank you, Christian. Thank you, Christian. Thank you. Est-ce qu'il y a une personne, Ferdinand ou Linda? Quelqu'un est prêt? Véronique? Ok. Oui. Vous pouvez poser votre question. Oui. Merci. Oui, bonjour, je suis Ferdinand, j'appelle depuis Paris. Je souhaitais avant tout saluer le courage avec lequel Madame Mélenchon a traversé ces différentes épreuves et saluer aussi la mobilisation qu'il a pu avoir et qui a contribué à ce que ce problème se résolve du mieux possible, enfin, autant que je dis du mieux possible. Je comprends que le dossier était vide et qu'il n'y aura pas de suite. Et ces éléments m'expliquent deux choses. Vous avez tout de même, Madame Mélenchon, subi des dommages et des entraves à votre liberté dans vos activités. Et je me demandais si, malgré tout, vous prévoyez, même si du côté de la justice, il n'y aura pas de suite, si vous prévoyez de votre côté donner une suite à cette affaire. Donc ça, c'était le premier point. Et rapidement, le deuxième point, c'est que votre affaire met en lumière quand même de graves problèmes de notre système judiciaire. Et grâce à la mobilisation qu'il y a eu, l'écho de votre affaire est très vite remonté, mais il reste qu'il y a de nombreuses personnes qui auraient fini un peu dans l'anonymat. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous inspire aussi de par votre expérience cette situation. Merci. Merci, j'ai oublié la première question. J'ai oublié. Ah non, c'était le suivi. Oui, moi, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que c'est important parce que, disons que, parce que moi j'ai la possibilité de le faire, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout et que je m'assure que, que la vérité est connue de cette affaire et que peut-être que la prochaine fois qu'ils veulent arrêter quelqu'un de manière arbitraire, ils vont beaucoup hésiter avant de le faire. Mais donc, j'attends d'abord que les choses se tassent un tout petit peu. J'attends avoir accès officiellement à ce dossier. Et j'attends aussi de voir les mesures qui seront prises par les autorités pour essayer de corriger la situation, pour essayer de voir clair. Je sais qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, mais je n'entends pas m'arrêter là. Et par rapport à la question donc, sur la lumière que ça montre, oui, je pense que j'avais déjà un aperçu. Hein. Je vis le système judiciaire depuis des années, depuis de très longues années d'ailleurs, et il y a énormément de dysfonctionnements, des dysfonctionnements qui sont connus et certains qu'on ne comprend que lorsqu'on est une victime du système. Donc je ne sais pas la première fois que je suis victime de ce système, c'est la première fois que c'est d'une gravité aussi extrême que celle-là. Le même procureur général, j'ai été agressée en janvier 2021. Le même procureur général a demandé que mon agresseur soit libéré. Donc, je ne pense pas qu'il ait fait 2 heures de garde à vue, cet agresseur. Et ce n'est pas parce que lui, c'était quelqu'un, d'abord, mon agression a été publique, c'est-à-dire qu'il y avait des témoins, y compris des gendarmes. Et c'est quelqu'un qui avait été arrêté de nombreuses fois avant. Mais parce que c'était moi la victime et parce que le procureur général a un problème avec moi en particulier, il a demandé qu'on libère l'agresseur. Et donc mettant ainsi ma vie en danger.
parce que voilà, les agresseurs peuvent se balader n'importe comment et bien sûr, cet individu est allé pour commettre d'autres forfaits après cela. Et donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas la première fois que je vis des injustices de ce système judiciaire. Je suis aussi d'autres dossiers. Je parle des 5 qui sont de Stand Up Cameroun, qui ont été détenus il y a presque 1 an maintenant, en sortant d'une réunion. On les a pris dans la rue. Ils ont fait quoi? Ils sont accusés de quoi? Voici renvoi sur renvoi, presque, comme je dis, presque 1 an, parce que c'est septembre 2020. Et on n'a même pas encore commencé leur procès. Ils sont à Newbell. J'ai aussi parlé de l'affaire Goldfield sur Twitter, j'en ai parlé. Il y a 5 personnes qui ont été arrêtées parce que pour un différend commercial. Donc, il y a que les gens, parce qu'ils se sentent très puissants, qui utilisent et manipulent le système judiciaire pour leur fin personnelle. Et je pense que c'est ça vraiment la dérive de la justice, parce qu'au-delà des personnes qui sont en prison, les détenus politiques dont on parle souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont détenues parce que quelqu'un a plus d'argent et arrive à manipuler ainsi le système judiciaire. Et donc oui, j'espère que mon affaire va vraiment mettre une lumière. J'espère que à cause de tout le bruit qui a été autour, que les autorités vont prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation pour d'autres. Alors Rebecca, quand tu dis attendre la fin des enquêtes pour savoir quelle suite tu peux donner à l'affaire, à quel style de fin est-ce que tu fais allusion concrètement? Non, je ne vais pas dire. Je dis que attendre la fin, je vais voir. Hein. Disons que comme je l'avais fait lorsque j'étais en détention et que j'ai dit que je veux laisser aux autorités le temps de prendre leurs responsabilités. C'est la même chose. Mais tout un temps, je vais pas attendre indéfiniment. On sait comment les enquêtes se passent chez nous. Et on sait que parfois, il n'y a pas de solution visible pendant des années. Et effectivement, je n'ai pas l'intention d'attendre longtemps pour que ce soit résolu. Mais je veux voir des mesures qui sont concrètes, qui sont prises. Je ne peux pas dire et je ne vais pas commencer à dicter aux autorités quelles mesures ils doivent prendre. Je pense qu'ils savent ce qu'il y a lieu de faire dans des situations telles que celle-là. Et je veux leur donner le temps de faire ce que eux ils jugent est une solution. Mais je ne vais pas attendre qu'ils fassent ou ne fassent pas. Parce que, comme tu le sais très bien, même quand tout le monde sait la vérité, parfois, les réseaux, sur réseaux, on va les protéger et c'est peut-être plus tard que les sanctions vont tomber et vraiment, je ne vais pas attendre ce temps-là. Véronica, tu donnes la parole. Est-ce que tu as des gens qui sont en attente? Well, right now I have no request for any question. Alors, Linda, est-ce que vous êtes en ligne? Rebecca, est-ce que tu as quelqu'un qui est en ligne? Lida Dangam n'est pas en ligne apparemment. Well, Annie, I have Senam Beheton who is online. Okay. So, Senam Beheton is online. So, Senam, are you getting us? Are you with us? Yes, I am. Okay. So, hi everyone. Ben, je pense que je vais parler en français. Je savais pas que c'était prévu. J'ai juste de voir. Mais à savoir si Rebecca va bien. C'est une situation qui nous a tous choqués. Déjà par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle représente pour nous. Et personnellement,
je crois que je lui en avais parlé à plusieurs reprises, de la peur qu'on avait. Et quand on a appris sur les réseaux sociaux, effectivement, ce qui s'était passé, où elle était, c'était un choc. Et moi, personnellement, j'allais quand même un peu au-delà des choses, voir comment chaque nuit se passait dans ces cachots lugubres. Et donc, voilà, c'est aussi, puisque j'étais pas là au début, lui demander comment elle va, comment elle a vécu ça, et comment justement, je sais pas si ça va altérer sa parole, ou tout au moins, comment est-ce qu'elle pense, entre parenthèses, parler de nos jours, pour que nous, qui la connaissons, et nous qui avons besoin d'elle, on puisse aussi ne plus avoir à vivre cette situation. Merci. Oh, merci Sénam, vraiment, je pense que la mobilisation de vous tous m'a beaucoup aidé, m'a donné beaucoup de courage pendant ma détention, parce que même si je ne voyais pas, j'étais au courant que les gens s'étaient mobilisés, et même la communauté AfriLabs dont tu fais partie. Je vais bien. Je pense que mentalement j'étais prête pour ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas été maltraitée, bien que les conditions étaient, comme tu as bien dit, assez lugubres. Mais je n'ai pas été traitée, je n'ai pas été maltraitée, je n'ai pas été tapée ou autre. Je pense que dès le deuxième jour, les gendarmes ont pris plus de précautions pour s'assurer que ma détention, d'abord la sécurité a beaucoup augmenté, donc les rentrées, les sorties de la gendarmerie étaient plus contrôlées, et disons que c'est quand même la Légion, hein, donc c'est grand, il y a beaucoup de monde, mais ils avaient peur des médias, ils avaient peur aussi qu'il m'arrive quelque chose pendant que je suis en détention, et donc ils ont fait des efforts vraiment pour que je sois dans les conditions, je peux pas dire des bonnes conditions, mais des conditions les moins mauvaises que possible. Et lorsque j'étais au parquet, donc en attendant la solution que le procureur allait donner à ma détention, je n'étais pas gardée là-bas en cellule non plus. La cellule du parquet, j'étais gardée dans la salle d'attente du procureur, où je pouvais recevoir des visites. Donc, 3 par 3, Annie, par exemple, m'a rendu visite au parquet, et donc les gens pouvaient venir me voir 3 par 3. Et vraiment, donc ils ont, je pense que après la première nuit qui a été la plus difficile, je pense, la deuxième nuit, je vais dire que, comme j'ai dit, je me suis retrouvée avec les souris, hein. Donc je dormais à même le sol. En fait, dormir, c'est un grand mot. Et ouais, donc le troisième soir, avec les souris, le premier soir j'étais assise, le troisième aussi, à cause des souris et des souris, je dis que souris ou rats ou je sais pas quoi. Et donc c'était pas très agréable, mais je veux dire que c'est une expérience, et je me dis que beaucoup de Camerounais vivent ces expériences-là. Sans pour autant qu'ils aient des mobilisations et la possibilité de s'en sortir, et d'avoir vraiment toute une communauté qui va se battre pour la libération. Et donc je suis extrêmement reconnaissante pour cette mobilisation, vraiment du fin fond du cœur. Moi non plus, j'ai pas envie de me retrouver dans des situations comme ça, et franchement j'étais plus inquiète pour les gens qui m'aiment que pour moi-même. Parce que je sais que les gens allaient beaucoup plus s'inquiéter pour mon sort que moi.
J'étais, comme j'ai dit, j'étais mentalement prête. Là, ça va. J'ai des petites crises d'anxiété de temps à autre, pas par rapport à ma détention, mais par rapport à toute la situation qui tourne autour, le risque que j'ai, le risque envers moi, envers mes proches. Et donc oui, j'y réfléchis et je vois comment je peux me protéger et protéger les miens de tout ça. Mais je reste déterminée, je ne vais pas changer pour autant, parce que au contraire, je pense que maintenant, comme je l'ai dit plutôt en anglais, c'est qu'ils m'ont donné une plateforme pour laquelle je peux maintenant m'exprimer de manière sur les problèmes de la justice, où j'intervenais déjà, je parlais déjà quand je vois un truc qui va pas, je le dénonce, mais là maintenant je suis plus crédible pour parler des dysfonctionnements liés à la justice au Cameroun, et j'entends continuer à en parler. But thank you so much, Sedam. Thank you, Rebecca. I know, Annie, I know we are almost wrapping up, but Carol Lewe has been requesting to speak. I don't know if she's available now, so that we can at least get her question or probably her encouragement to Rebecca. Carol, tu es là? Allô, Carol? Probably not getting her. So, we have Annie, Chris. We have Chris who's ready. Okay. Like she's ready. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Rebecca, bonsoir Annie, bonsoir Véronique. Rebecca, je suis contente, je suis vraiment heureuse que tu sois de retour parmi nous. Et c'est vrai que moi j'ai appris ta détention pendant un deuil. Et c'est un peu toi en fait qui m'a fait un peu revenir un peu sur le devant de la scène et recommencer à tweeter parce que j'avais arrêté. Et je me suis sentie triste. Et à la fois, j'ai aussi admiré aussi ton courage, notamment ce deuxième jour où tu es apparu dans ta robe rouge, etc. Toujours aussi rayonnant des papantes. Je sais pas comment tu as fait, mais pour moi et pour beaucoup de jeunes femmes, je pense que tu es vraiment une icône aussi en Afrique. Et on sait aussi que quelque part de ce fait-là, tu es aussi une cible. Mais par ailleurs à ça, je voudrais aussi appuyer aussi en fait sur la situation en fait des droits de l'homme en Afrique, notamment en Afrique centrale. C'est vrai que toi, c'est ce que tu as vécu et tu es une personnalité. Mais moi, en tant que femme, même en tant qu'individu, on sent très bien ce moment-là où quelque part d'une situation qui est complètement simple, on a une situation qui peut basculer et qui peut basculer dans l'enfer. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on a, notamment dans nos contrées où on a des personnes en fait qui, parce qu'elles ont l'autorité, en fait, se croient vraiment toutes puissantes. Et quelle que soit votre position en face d'elle, en fait, quelque part, vous n'êtes plus rien. Sachant que moi, pareil, entretien à la gendarmerie, je crois en début de mois avant mon deuil, j'étais allée pour quelque chose pour lequel j'avais raison. Et en fait, devant moi, ils ont carrément retourné la situation. Et à un moment, je me suis sentie que là, ma chère, si tu dis quelque chose, tu vas finir dans la geôle. Et c'était aussi ce que le gendarme qui était en face de moi était en train de me dire. Donc là, c'était toi. Tu es une grande personnalité et j'admire justement ton combat et bravo parce que tu vas continuer en fait à défendre. Malgré ça, c'est vrai que d'autres personnes se seraient sorties et puis se sont dit écoutez, moi j'ai sauvé ma peau. Et toi en fait tu vas continuer, comme tu le dis, on t'a donné une plateforme et c'est aussi cette force et ce courage là aussi que j'admire chez toi et qui fait que vraiment tu es notre icône à tous Rebecca. Donc voilà ce que j'avais à dire. Autre chose, dernier commentaire, là aussi c'est vrai qu'il y a eu une très forte mobilisation et il faut éviter de se disperser au niveau des hashtags. Au début, c'est vrai que c'était le hashtag qui était fort, c'était Free Rebecca, et après, ça aurait dû être Free Rebecca tout du long. Et quand, en fait, on multiplie les hashtags, on rajoute Free Rebecca et Mélenchon, ou Free Rebecca, Cameroun, etc., en fait, quelque part,
on dilue un peu la force en fait de notre message sur le net. Donc il faudrait la prochaine fois vraiment aussi faire attention à ça pour que justement la cause que nous supportons ait beaucoup plus de poids en fait sur un réseau comme Twitter. Voilà en fait moi ce que j'aurais à dire pour tout ça, et puis bravo à tout le monde pour la mobilisation. Oh, merci, mille merci Chris, et toutes mes condoléances à toi, je sais ce que tu as traversé. Merci beaucoup. Bogas, tu as une question? On a d'autres speakers qui sont après. Si vous êtes prêts, allez-y. Oui, merci. Bonsoir à Rebecca et bonsoir à tous les auditeurs du Space. Alors, Rebecca, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as l'impression que les autorités qui t'ont détenu avaient... je suis écouté, s'il vous plaît? Absolument. Oui, on t'entend, oui. Ok, d'accord. Je demandais si tu as l'impression que les autorités qui t'ont mis à détention avaient une idée de la personnalité que tu représentes dans le monde des technologies et de la possible mobilisation qu'il y aurait si jamais on t'avait arrêté. Là, c'est le premier volet de la question. Et est-ce que les avocats demandaient une possibilité d'audition libre, sans détention, au regard de la personnalité que tu représentes? La première question, je pense que non, il n'avait pas idée. On dit qu'on n'est jamais on n'est jamais prophète chez soi. Non, je pense pas du tout qu'il savait, bien que c'est la troisième fois que le procureur général essaie de m'arrêter, et la deuxième fois, je lui avais fait j'avais fait une correspondance au procureur qui avait fait un mandat pour lui dire que vraiment il fallait faire attention parce qu'il y a des personnes qui allaient chercher à m'humilier, et que voilà quand même mon parcours, et que ça ne m'enlève pas la responsabilité de répondre à la justice quand j'y suis appelée, mais de se montrer prudent, parce que des gens vont mal intentionnés vont essayer de se servir pour essayer de m'humilier publiquement, etc. Donc j'avais essayé de leur dire ça, c'était au mois d'avril, quand il y avait des mandats qui avaient été émis contre moi et certains de mes autres frères. Donc, c'est des mandats qui ont été levés par la suite. Et donc, j'avais pensé que déjà, vu que des autorités s'étaient déjà impliquées pour lever les mandats à cette époque-là, je pensais qu'ils avaient donc compris qu'il fallait quand même être un peu plus prudent. Et moi, j'avais pensé qu'ils se seraient mieux préparé, c'est-à-dire au moins, je sais pas, à monter un dossier. On le voit, et c'est ça qui m'inquiète quand je dis que les risques que j'encours, c'est qu'on monte toute une affaire, on monte un dossier contre moi. Et là, ils l'ont pas fait, ils ont été vraiment, je pense, imprudents. Mais c'est ça le risque que j'ai. On monte un truc contre moi et qu'on utilise contre moi. Mais non, je ne pense pas qu'ils savaient quelle serait l'ampleur de la réaction, vu que moi-même, je ne pouvais pas imaginer que l'action aurait pris une telle ampleur. Je savais que Twitter, mes gens de Twitter allaient se mobiliser, mais la mobilisation de la communauté internationale, des médias, là, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et donc, je peux imaginer qu'eux non plus. Pour ma liberté, oui, les avocats ont fait des demandes de liberté provisoire, que je sois, et on a les décharges pour ces demandes qui n'ont pas eu de réaction. Et le procureur général et le procureur de la République ont refusé de recevoir les avocats. Ce qui a normalement un droit, et donc ils ont les demandes sont restées lettres mortes, les demandes qui ont été faites à la Légion de la gendarmerie, donc au le colonel commandant de la Légion et au procureur de la République sont restées lettres mortes. Wow. Merci Rebecca, merci Bogas. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour les questions. J'espère que c'est bon. Ok. Monsieur David. Laissons la place aux autres. Merci. Hello.
Hello. Can you hear me? You have the floor. Yes. Thank you. Yes, Rebecca. I wanted to ask, at the moment of your release, did they just say, okay, now you are free to go? Did they talk to you, or did they talk to your lawyer? What did they say at that moment? Did they say, okay, well, we are sorry, there's no case against you, you may go? Or what did they actually say? So they called me I waited the full day, and they called me into an office of some of the substituts du procureur. So there was an office near the cells, and announced, or no, I don't remember. They called me into an office anyway and announced that the decision that was taken was to abandon all charges, to drop all charges, and that I would be therefore released. It was upstairs. I remember Cal was waiting outside, and it was in an office of one of the deputy to the council members. So apparently this is a decision. So the decision is taken. First, the recommendation is made by the State Council to the Attorney General, to the Procureur Général. Then they come back, they return with the decision, and it's like a judgment. It's like a decision itself, and it's then read off to say, okay, this is what is going to be applied to you. And it was a classement sans suite pour whatever. They said there was nothing, basically. So they dropped. That's how they announced it, and I left. Thank you, Rebecca. Marcy, you have the floor. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Marcy Ballot, vous êtes là? Oui, bonsoir. Okay. Oui, bonsoir, je suis là. Merci beaucoup pour l'organisation de cette mini-conférence sur Twitter, et merci beaucoup à vous, Rebecca, de prendre le parti de vous exprimer comme ça publiquement et avec autant de courage sur ce qui vous est arrivé, puisque je pense que c'est des situations que soit nous avons personnellement vécues, soit on connaît au moins une personne qui a vécu ça. J'avais quelques questions et je vais être assez brève puisque beaucoup de questions que j'avais déjà été assez une seule question par assez débattues avant. Alors, la question que j'avais, sans revenir sur la situation, c'était en ce qui concerne la plateforme, parce que je pense qu'il faut aussi se focaliser sur les solutions. Maintenant que vous avez une plateforme, quels seront vos besoins aujourd'hui en termes de mobilisation peut-être des citoyens? Comment est-ce qu'on peut vous aider à porter ces messages plus haut? Voilà, merci. Wow, vraiment, merci beaucoup pour cette question. Je suis pas encore bien organisée dans ma tête, mais certainement, on va faire, par exemple, une campagne pour les 5 détenus qui sont au tribunal militaire en ce moment. Et vraiment essayer de nous rejoindre dans cette campagne-là. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes vont comprendre que c'est pas parce que quelqu'un est arrêté, c'est pas parce que le procureur a dit que la personne a fait quoi que ce soit. Et je pense que c'est juste un exemple de ça. Et j'espère que ça va permettre à ce qu'on regarde les dossiers, même les dossiers des anglophones qui sont toujours en détention, qui sont toujours en prison, pour lesquels on se dit que oui, mais si l'État a dit que ce sont des terroristes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des preuves quelque part qu'ils sont des terroristes. Et ce que j'ai toujours dit, et je continue à le maintenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un et ses positions politiques, ou même sa personnalité, qu'on doit ne pas respecter ses droits. Je me souviens, et j'ai fait un tweet il y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, je pense, pas longtemps avant mon arrestation d'ailleurs, je pense, où j'ai dit que les droits de l'homme, c'est même pour les connards, quoi. Même les connards y ont droit. Donc c'est pas parce que et donc j'aimerais vraiment que cette affaire permette aux personnes lambda de comprendre que
c'est pas parce que l'État a dit que c'est comme ça que c'est comme ça. Donc vraiment qu'il faut que tous les droits de tout le monde soient respectés. Et donc je vais travailler avec des gens qui sont dans ce domaine, Stand Up for Cameroon et d'autres organisations qui travaillent, qui œuvrent déjà dans ce domaine depuis très longtemps, et essayer de les soutenir dans leurs efforts et de porter leur voix un peu plus haut. Et dans ça, j'annoncerai sur Twitter s'il y a une campagne et où je demande des soutiens. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Je ne vois plus Véronica comme co-host. Je ne sais pas si Rebecca peut résoudre ce souci. Normalement, on était parti sur 1h30. On a 1h45. Est-ce qu'on fait un prolongement de 15 minutes? Ce sera le maximum. Ou alors, est-ce qu'on arrête? Rebecca, est-ce que tu es là? Non, moi, je suis là. C'est vous, hein? C'est vous. Ok. Ok. Bon, on va faire un prolongement parce qu'il y a beaucoup de questions et je pense pas qu'on pourra les prendre, quel que soit le temps d'ailleurs qu'on va mettre ici. Mais on fera un prolongement de 15 minutes pour arrêter à 19h. Donc, il y a Grand Chef qui a la parole. Vous n'avez pas votre nom? Vous vous présentez un peu, s'il vous plaît, parce qu'on a bien précisé qu'on ne prenait pas les anonymes. Merci. Non? Madame Rosalie Akono, est-ce que vous êtes là? On a Leslie, Aurélien. Après. Il faut leur donner la parole normalement. Rosalie, est-ce que vous êtes là? Ils ont déjà la parole. Ok, d'accord, c'est bon. Mais ils sont en mute. Activez vos micros pour pouvoir parler, s'il vous plaît. Allô, Annie? Oui, Véronica. Hello, I see that Elvis has a question. So, is Elvis with us? We have Elvis, Leslie, Aurélien, Sarachel. We're all. Exact. Essayez de poser vos questions au fur et à mesure. Qui prend la parole? Okay, so Elvis, are you for? Thank you for giving me this opportunity. Okay, go ahead. Yeah, I'm Elvis. And hello, Rebecca. I'm so sorry to hear about your predicament, which is unfortunately quite common these days. And yeah, I've heard a lot about the issue and what went on. And what I want to talk about is about the La Vérité en Face, the program that came on a few days after. And we have a professor on the program, which I won't mention the name. He talked about the issue your family is currently facing, and then it was probably the reason why this Procureur General called for your arrest. Do you think that could be the reason why you were arrested, in as much as it was said that your arrest was just vague and empty? Thank you. Yeah, so the arrest was empty, and I didn't follow the program that Misanga Nyamjing, I'm going to say his name, was involved in, and where he spoke in a very derogatory way. But please know that Misanga Nyamding has a personal interest in this case, in this matter. He told me himself, he called me one day, it's been a few years, and threatened me into signing over some documents, and promised that he would have me put in jail if I didn't. And I refused, obviously, because it was a request to do fraud, which I didn't agree to. And so he has a personal vested interest in this matter. And therefore, he lacks credibility when speaking about it. It's not the first time that he's spoken out against me. But the reason that he gave for the arrest was incorrect. He was very wrong. He was off the mark
there was no such thing as an arrest for, I think he said, fraudulent birth certificate or something like that. That was not at any point during my detention. As I said, the questions that were asked of me, since in the absence of a written complaint, all I have to go for is the questions that were put to me by the colonel, and all of them were related to the files that I have in the office of the Attorney General. So there was no question as to, and that, I think eventually I will actually talk about what those files were, because the reason I think I was arrested is because in following up on my and those requests were waiting a solution from the Procureur Général. And while I was researching to see if he had assigned my file to one of his deputies, I came across a file that that was directly related to me, but probably he didn't want me to know about. And I think that's why. I believe that's why I was arrested, because I actually went to one of his deputies and asked the deputy why the two files, like, they were very, very much the same, identical issue, why they had been assigned to two different people and not to two different of his deputies and not to a single one. And I think that when I asked that question, I think that sent the signal to the Attorney General that I knew about the other file, and I believe, and this is my belief. Because of I had done anything wrong in any issue related to the estate. Thank you for clarifying, Rebecca. Next, if you're listed as a speaker and you haven't spoken, please speak, because you have people waiting behind you. Hello, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Merci, je m'appelle. J'ai juste admiratif des combats que Rebecca mène et de la valeur ajoutée qu'elle ramène sur le continent, pas qu'au Cameroun dont je suis originaire. Donc, effectivement, la nouvelle de son arrestation ça m'a littéralement retourné, tant plus que c'est une expérience que je partage. Et tout de suite, comme j'argumentais dans la discussion, voilà, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent ne va parler à quelqu'un pour que j'expose à des... Si Rebecca compte réagir contre ces injustices. Et je crois qu'elle a déjà répondu à cette question. Parce que tout le monde ne s'appelle pas Rebecca et Mélenchon. Donc, il y a plein de gens complètement anonymes qui subissent ces choses tous les jours. C'est ça ma préoccupation, quoi. Donc, je pourrais pas être plus fier. Merci beaucoup. Merci pour les combats que tu mènes et bien du courage à toi. On essaiera de te soutenir à chaque fois qu'on a l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le temps pour une ou deux questions. Donc, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Okay. Leslie here. Salut Rebecca. And je vais essayer de parler en français. Mon français est compliqué, mais bon. We're doing it in both languages, Leslie. You can speak in English. Okay. Let me speak in English then. All right. So, hi everyone. Leslie here.
actually business partner to Rebecca and located in the US. And just, I guess my comment would be on the two-sided note, to just share with those in Cameroon who are looking at the injustice, to kind of give you guys some hope that this is not some hope, but to give some clarity that this is something that happens across the world, especially when we heard about the arrest of Rebecca. I think what those us here in the US, we automatically just understood, because there's definitely been a huge cry for Black lives here in the US, and we're very aware of anything police brutality, very sensitive to that. So when I heard about the arrest, and we were able to galvanize, at least on our end here, from the senators to the embassy to the State Department, they literally jumped on the case just because of the state of police brutality in the US. But again, thinking about Cameroon was something where I personally was worried about, because for those who are surprised, I'm not surprised. I think I've had this conversation with Becky on multiple ends. But what is even more worrisome is there's a huge amount of Cameroon diaspora across the world who are hoping to go back to Cameroon and launch businesses and invest. And this is what you're going to face. It's not a surprise. But the hope is, with what happened with Becky, I think there's a blueprint. Hopefully there's a blueprint that can be put in place to help anybody who's in this kind of injustice to kind of like get out. And then the second thing I guess I want to like ask Becky, and this is more from an organization standpoint, is I realized the challenge that happens when your business partner gets arrested, because it kind of cripples everything she's engaged in. It cripples, in this case, she said she's on board of multiple companies and investing in multiple companies, and it really cripples all those companies, because everything comes to a standstill, which is not supposed to, but it comes to a standstill because you're all galvanized towards getting out your partner, friend, or business leader. So I guess my question to Becky is, in the future, when something like this happens, from an organizational standpoint, what are you recommending those organizations do when somebody in their core team has been detained, arrested, or kept away? I think that the reaction from the U.S. team was exactly what you need to do, which is to reach out to authorities, to get the word out as much as possible to people that can influence, and make the phone calls and put the pressure that's required on. It's also important to have a backup solution, because, in this case, I was arrested. I could have been sent to prison. I could have died. I could have been killed. And in that case, it's always important to have a backup solution, co-signers on the bank accounts, that kind of thing, so that it doesn't completely cripple the organization. And I think that definitely for me, it means taking some new, perhaps additional measures just to protect the companies and organizations that I belong to, for sure. Thank you, Thank you so much to the whole IPO Spaces, and really thank you. Yatum. Monique, vous êtes là? J'ai donné la parole à quelques personnes. Monique? Monsieur Assi? Hello? Yes, Monique. You have the floor. Yeah, good evening, everybody. This is Morning Tungia. Auntie Becky, it's been ages. I'm glad you're doing okay. I pray your mental health gets back on top form. You're a strong woman. You've set the pace for a lot of us. You've given us hope to keep doing what we do and remaining in Cameroon, even though we have a lot of reasons not to be in the country. My question is, at the moment, honestly, what do you think is the
adverse effect of your arrest on the Cameroonian tech ecosystem, knowing fully well that everything you've always done since you've come back to Cameroon is to push young tech entrepreneurs like ourselves who are in various domains. So your arrest came like a shock, because a lot of us are like, if this can happen to Auntie Becky, that means with my platform, with the impact I have, I am not exempt to what is happening to you. So at the moment, what do you think is the state of our tech ecosystem in Cameroon, and how do you think it's going to affect those of us who have had every reason to leave the country, but we keep, hanging on because of, amazing women like yourself who keep believing in Cameroon, even though the system unfortunately doesn't give us any reason to keep holding on? Yeah, that's a very good question. I think that, two things are happened, right? So one is that I'm involved in a lot of the investor groups, right? So those individuals and venture capital funds that invest in Africa are organized in groups. And one of them, there's a women's group, and then there's a general group of investors in general. And they both really mobilized, which was great, because, they obviously have relationships and that they can influence better. But it also means that they saw Cameroon for what it is. And I'm afraid. I also had some other investors, like, not just that were in the groups with me, but like that reached out, that heard about it, that reached out, and I think that it will add another layer of difficulty to Cameroon tech startups that are trying to raise funds from investors, because there's a layer of risk that comes with a judicial system where somebody like myself can be arrested in such an arbitrary manner. And so it makes it more difficult. Just like when they shut down the internet in the Anglophone region for 93 days in 2017, that had a direct impact on investment into Cameroon startups. And so really, it's going to take our effort to, and that's one of the reasons I don't want to leave, because I want to be there and continue to support our entrepreneurs and continue to help them get an environment that will support their business and help investors understand that investment environment and say, hey, yes, it's risky, but there's so much opportunity. There's so much opportunity. And, so don't just look at the business environment. I mean, Nigeria is not perfect, and look at the great deals that have come through in Nigeria. And so it's going to take some time, I think, also to try to rebuild that perception of the investment climate in Cameroon. But this must come also with concrete measures that the government must take to show that this is not going to happen anymore. And that's what I was talking about at the very beginning, is saying that, as much as I want to, fight against what happened to me, they also really need to immediately take action to send the message that this is not something that happens regularly. This was, a mistake, but they need to do something. They can't just sit back as they normally do and decide, to wait on sanction or whatever somebody 5 years down the road. Merci Rebecca. Le temps qui nous a imparti tire à sa fin. On a prolongé de 15 minutes. Je vais prendre une dernière question et on va se séparer. Je ne sais pas si Kawala est là. J'aurais voulu qu'elle intervienne. J'ai une question pour elle juste pour la fin. Et là, je vais donner la parole à Derrick. Est-ce que Derrick est là? S'il est là, il prend la parole pour la dernière question. Okay. Thank you, Annie, for giving me
the floor, if I could call it like that. And good evening, everyone. Good evening, Rebecca. I'm Stanton Derek from Douala. So, what I really want, I hope everyone is getting me. Are you getting me, please? Oui, on vous écoute très bien. Okay, thank you. So, my question is this. Rebecca, sorry if I could call you Mommy Rebecca. I'm really, really very happy to have listened and to have followed through this conversation because I wasn't aware of this. I just came to Twitter, then I saw it, and I logged in to listen to what was going on. I'm very happy, and I can't lie you. I'm very happy to have listened to this, and what you just said after Monique's intervention really makes me glad the more. Because it's difficult when you see that people like you, because not everybody is a Rebecca in Cameroon, when you see that people like you could go through the same things that others go through, we are in a situation where many things happen like this. We have been living such situations like every single day. But now, since everyone is not you, how could we get our voices heard? Not the same way yours was heard, but make some of these arrests and some of these injustices have meaning, have responses that we could follow up and say, yes, something is changing. And the fact that you say you have decided to remain and fight the fight, I don't know if you're fighting the fight, but following through all this so that things could get better. Something. Soyez un peu bref, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne soyez pas trop long. Okay, thank you. Thank you for your question, Derek, and your comment. I think that we just need to remember that our voices count. I think that one thing that we realized through this my particular case is that your voice counts. It matters. You know, we saw it with the end phone tax. And we need to understand, as like we've been trained and somehow convinced that it doesn't make any difference. No matter what we do, it won't make any difference. And I give you my situation as an example of your mobilization, you know, on social media. They got people's attention. It made a difference. And so accompanied with real life support, you know, and I've said this again and again, is, you know, people like Ka and the lawyers and the media and the diplomats that also got involved, but they only got involved because they knew about it. And so your voice matters, your voice counts, and let no one ever convince any of us that it doesn't matter. No matter what we do, it won't change. It can change as long as we realize that we do hold that power. And they've convinced us that we don't have that power, and we do. And I think I am an example of the fact that we do hold that power. And I really ask each and every one of you to remember that and to use that power when you can. Thank you. Merci beaucoup, Rebecca. Est-ce que Madame Kawala est là? Elle est là, mais elle n'a pas demandé à parler. Donc je ne sais pas. Je sais. Ok, d'accord. Bon, merci. Je pense qu'on va mettre un thème à ce space. Il est 19h05. On a débordé de 30 minutes par rapport à l'heure qui était initialement prévue. Merci à vous tous qui avez posé les questions. Merci d'avoir écouté. Rebecca, j'ai envie de demander, est-ce que cette situation a changé quelque chose en toi? Ce sera la question de fin. Si, je suis de plus en plus déterminée. Je pense que c'est comme un message que le Seigneur m'envoie pour me dire que je ne peux même pas abandonner, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas partir. Si vraiment j'avais des hésitations avant, je n'en ai plus. C'est-à-dire, je suis convaincue maintenant que j'ai une responsabilité.
et je dois l'assumer, c'est-à-dire que je dois me battre pour les autres qui n'ont pas la même voix que moi. Et donc ça a changé ça, ça a changé ça. Certainement, je vais prendre des mesures sécuritaires additionnelles, évidemment. Mais sinon, vraiment, c'est ce que ça a changé en moi. Je pense que c'est cette détermination à combattre l'injustice qui a toujours été là, mais qui est plus certainement plus forte aujourd'hui. Un engagement politique clair, est-ce que ce sera possible ou bien c'est toujours pas d'actualité? Je pense que tout engagement est politique. Tout ce que je fais depuis toujours est politique, mais pas politique en vue d'avoir un poste politique. Donc, je ne cherche pas à être élu ou nommé quelque part. Donc, pas du tout. Je pense que quel que soit notre rôle dans la société, moi, en tant que chef d'entreprise, présidente d'organisation, d'association, je pense que je peux autant contribuer au discours politique et à la vie politique d'un pays que en étant dans un parti politique ou élu ou voilà. Donc mon engagement reste ce qu'il est. Je vais plus m'engager je pense, contre les injustices, mais je n'ai pas besoin de le faire en tant que politicienne. Je peux le faire de mes casquettes que j'ai aujourd'hui. Merci infiniment, Rebecca. Merci à tous ceux qui ont suivi ce space pendant plus de 2 heures. Voilà, merci Rebecca d'avoir voulu donner cette chance à tous les tutos du Cameroun et d'ailleurs de pouvoir en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé et qui nous a tous mobilisés ici. Merci et bon vent à toi. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup pour tout le soutien. I really appreciate all the support I got from each and every one of you, and I cannot thank you enough. And all I can do is say, hey, I will continue to speak out, but I'll be very careful. Don't worry. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you for everybody that participated in this and that supported me throughout my detention. Thank you very much.